Bonjour. Nous allons continuer notre révision sur les espaces vectoriels normés et les caractéristiques topologiques dans l'espace vectoriel des matrices carrées M1 du C. On va vous proposer une démonstration du théorème de Cayley-Hamilton en utilisant la densité des matrices diagonalisables dans M1 de C. On note E égale M1 de C, l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans C, et D1 de C, l'ensemble des matrices diagonalisables dans M1 de C. Dans une première question, on nous demande de montrer que D1 de C est une partie dense dans M1 de C. Deuxièmement, montrer que quel que soit A appartenant à M1 de C, le polynôme caractéristique xi de A égale à 0. C'est le fameux théorème de Cayley-Hamilton. Donc nous allons commencer par la première question. Donc, nous allons montrer maintenant que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices. Soit A appartenant à M1 de C. On sait que toute matrice dans M1 de C est trigonalisable, puisque tout polynôme dans C est scindé. Donc, il existe une matrice T triangulaire supérieure, par exemple, supérieure, et P, une matrice inversible, GL appartenant à GL1 de C, telle que on a la relation de trigonalisation A égale P, T, P-1. On va noter lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda S, les valeurs propres, distinctes de A, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique. Et on va noter N1, N2, jusqu'à NS, leur multiplicité respective dans le polynôme caractéristique, leur multiplicité respective. Donc l'idée, et on va prendre soit epsilon strictement positif fixé. L'idée, c'est de faire une séparation des valeurs propres distinctes. C'est-à-dire, soit epsilon strictement positif, je sais qu'il va exister un rho strictement positif et inférieur à epsilon, tel que les disques D1 de centre lambda 1 et de rayon rho, D2 de centre lambda 2 et de rayon rho, etc. jusqu'à DS de centre lambda S et de rayon rho, soit distinct 2 à 2. Soit distinct 2 à 2. Ça paraît facile. Donc si je dessine par exemple, ça c'est C, comme on a lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., lambda 4, etc., jusqu'à lambda S sont distinctes 2 à 2. Donc je peux trouver un rayon rho aussi petit que l'on veut, de telle sorte que tous les disques de centre lambda I et de rayon rho soient distincts 2 à 2. Donc c'est ça, même si les lambda I sont très proches l'un de l'autre, mais ils sont distincts. Et bien sûr, chaque disque DI de centre lambda I et de rayon rho contient une infinité de nombres complexes. Pourquoi ça? Parce que bien sûr, rho est supérieur strictement à 0. Si rho égale à 0, donc il contient uniquement lambda I. Donc l'idée, c'est d'arriver à construire une matrice T diagonalisable
Bien sûr, en partant de la matrice T. Donc, on va essayer de construire cette matrice T. Donc, si on prend, quel que soit I, appartenant à l'intervalle 1S, et on construit ZI 1 égale lambda I plus ρ sur 1. ZI2 égale lambda I plus ρ sur 2. Jusqu'à ZI NI, qui est la multiplicité de lambda I, égale à lambda I plus ρ sur NI. Je remarque que tous les ZI, ou bien les ZJ, les ZIJ, pour I fixé et J allant de 1 à 1 I, ils sont distincts 2 à 2. Donc les ZI J est différent de ZI J'. Pour J, différent de J'. C'est clair, hein? Par exemple, ZI1, elle est différente de ZI2. Puisque si je fais la différence, je vais trouver ρ sur 2 qui est strictement positif, différent de 0. Donc tous les ZI sont distincts 2 à 2. Et maintenant, si on prend la matrice, si on prend la matrice T', plutôt, je vais noter ça ici. Si je prends la matrice T', ou bien on la note Ty, qui est comme ça. Par exemple, Z1, 1, pour égal à 1, Z1, 2, jusqu'à Z1, N1, etc. Jusqu'à ZS, 1, jusqu'à ZS, NS. On a bien N1 plus N2 plus NS éléments diagonaux distincts 2 à 2. Bien sûr, cette matrice elle est triangulaire. Hein? Elle est triangulaire supérieure. Distincte 2 à 2. Donc, et bien sûr, les Z1, 1, Z1, 2, etc. sont les racines des polynômes caractéristiques de T epsilon. Sont donc les racines du polynôme caractéristique xi de T epsilon. Donc, la matrice T epsilon est diagonalisable. Bon, je vais laisser ça ici. Donc, la matrice T epsilon est diagonalisable. Puisque le polynôme caractéristique admet un racine distincte. Maintenant, si je définis, par exemple, la norme infinie dans M1 de C, qui est la norme infinie de A, qui est égale à max de AIJ, bien sûr I allant de 1 jusqu'à n et J allant de 1 jusqu'à n. On peut définir cette norme, ou bien, puisque toutes les normes en dimension finie sont équivalentes, on va travailler avec cette norme, ou bien le même résultat, on va le trouver pour toutes les autres normes. On vérifie facilement qu'avec cette matrice, pour tout AB appartenant à Mn de C au carré, ça c'est très facile, la norme infinie de AB, elle est inférieure ou égale à n fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B. Ça c'est très facile, donc il suffit de calculer par exemple AB, on a dit égal à, par exemple à la matrice C, avec le coefficient C et J de la matrice AB, c'est la somme de A et K, BKJ. K allant de 1 jusqu'à n. Et bien sûr, si je fais la valeur absolue ici, je fais la valeur absolue ici, et je vais utiliser l'inégalité triangulaire, donc il est inférieur à sigma de K allant de 1 à n, de la valeur absolue de A et K,
BKJ en valeur absolue inférieur ou égal à la somme de valeur absolue de A et K, valeur absolue de BKJ. Voilà. Et bien sûr, chaque A et K, elle est inférieure à la norme au max. Donc, avec A et K inférieur à la norme infinie de A, qui est le max, et B, KJ, la même chose, elle est inférieure à la norme infinie de B. Donc, on fait sortir ça, et je somme de K allant de 1 jusqu'à N. Donc, on aura cette inégalité inférieure exactement à N fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B. Donc, ça, c'est un résultat préliminaire pour cette norme. Donc, on a dit que quel que soit AB, appartenant à Mn de C au carré, la norme infinie de AB est inférieure ou égale à la norme infinie à N fois la norme infinie de A fois la norme infinie de B. Maintenant, on va essayer de calculer P A moins A epsilon, avec bien sûr A epsilon, c'est la matrice P T epsilon P moins 1. Norme infinie, ça égale bien sûr A. Je vais remplacer A par sa valeur, P T P moins 1, moins A epsilon qui est P T epsilon P moins 1. On va factoriser bien sûr par P, donc c'est P T moins T epsilon P moins 1. Norme infinie. Et on va utiliser le résultat qu'on avait trouvé. Donc, il est inférieur, bien sûr, à N fois la norme de P fois la norme de P moins 1 fois la norme de T moins T epsilon. Infini, bien sûr. Et je vais poser ça égal à K. Donc, qui est inférieur ou égal à K avec K strictement supérieur à 0. Pourquoi ça? Parce que P est une matrice inversible, donc non nulle. Donc sa norme P infinie, elle est supérieure strictement à 0. Donc inférieure à K fois la norme de T moins T epsilon. Infini. Voilà. Maintenant, on va majorer la norme T moins T epsilon infini. On a dit la matrice T, elle est constituée, si vous vous rappelez, des valeurs propres lambda 1, lambda 1, jusqu'à lambda S, avec bien sûr ici N1, l'ordre de multiplicité de lambda 1, et Ns, l'ordre de multiplicité de lambda S. Donc la norme de T moins T epsilon, la norme de T moins T epsilon infini, c'est le max de valeur absolue de lambda I moins T epsilon. T epsilon, c'est moins ZI, par exemple J. Le max est égal au max lambda I moins ZIJ. On rappelle ZIJ, c'était quoi? ZIJ était lambda I plus rho sur NJ. Donc, si je retranche à lambda I moins ZIJ, je vais trouver le max de rho sur NJ. Et NJ est supérieur strictement à 1, ça, il est inférieur strictement à rho. Et rho est inférieur à epsilon. Et bien sûr, fois le coefficient K. Donc on aura cette inégalité K fois epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré, jusqu'à présent, que la norme de A moins la norme de A epsilon infini est inférieure ou égale à K fois epsilon. Et bien sûr, supérieur ou égal à 0. Maintenant, si je tends epsilon vers 0, si epsilon tend vers 0, donc A epsilon va tendre vers A. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et bien sûr, A epsilon, on a dit que c'est une matrice diagonalisable. Donc, on a trouvé une matrice diagonalisable qui tend vers A. Pour toute matrice A, élément de M1 de C. Donc, on a montré que l'ensemble des matrices diagonalisables est dans l'ensemble des matrices. Donc, maintenant, on va appliquer ce fameux résultat pour démontrer le théorème de Cayley-Hamilton. Voilà. Bon,
le théorème de Cayley-Hamilton, on va le démontrer dans deux cas. Le premier cas, on va considérer que la matrice A est diagonalisable. Bon. Bon, soit A appartenant à Mn de C, tel que bien sûr A appartenant à Dn. Donc on va montrer dans ce cas que xi A de A égale à 0. Bon, A appartient à Dn, c'est-à-dire que A est diagonalisable. Donc, il existe une matrice D diagonale qui est égale à diagonale, par exemple, D1, D2, etc., Dn, et une matrice P inversible appartient à Gl1 de C, telle que j'ai la fameuse relation de diagonalisation, c'est-à-dire que A égale à P, D, P moins N. Voilà. Maintenant, soit Q, un polynôme appartenant à C de X, quelconque, tel que Q égale à la somme de AK, XK, K allant de 0 jusqu'à un certain P. Donc, si je veux calculer Q de A serait autre que la somme de sigma de AK fois A à la puissance K, K allant de 0 jusqu'à P. Mais c'est quoi A à la puissance K? Est égal à sigma de AK. A à la puissance K, c'est PD, P moins 1 à la puissance K. Et on montre facilement que PD, P moins 1 à la puissance K, ça c'est classique, c'est PD à la puissance K fois P moins 1, par référence immédiate. Donc ça est égal à la somme de P de AK, PD à la puissance K, P moins 1. Et je peux mettre ça comme ça, P, la somme de AK, DK, comme ça, P moins 1. Donc qui est égal à P de Q de D, P moins 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour n'importe quel polynôme Q appartenant à C de X, Q de A est égal à P fois Q de D fois Q de D fois P moins 1, quel que soit Q appartenant à C de X. Maintenant, si Q égale au polynôme caractéristique, c'est-à-dire le déterminant de xi moins a. Donc, si Q égale xi a, je vais montrer que Q de D égale à 0. Ça, c'est évident, mais on va le montrer de toute façon. Bon, on a dit que D, c'est une matrice diagonale qui va s'écrire sous cette forme-là. D1 jusqu'à Dn et 0, 0. Et bien sûr, D à la puissance K, c'est quoi? Puisque c'est une matrice diagonale, c'est D1 à la puissance K jusqu'à Dn à la puissance K. Et ici, 0, 0. Donc, Q de D, Xi de D, le polynôme caractéristique de A en D, c'est cette matrice-là. C'est la somme de AK, bien sûr, D1 à la puissance K, etc. jusqu'à la somme de AK, Dn à la puissance K. Mais ça, c'est quoi? C'est Q, c'est xi A. C'est xi A de D1 jusqu'à xi A de Dn. Mais comme xi A est le polynôme caractéristique de A, ses racines sont D1, D2, Dn. On a xi A de D1 égale xi A de D2 égale xi A de Dn égale 0. Et aussi, bien sûr, que la matrice D et la matrice A ont même polynôme caractéristique. Donc, on a xi A de D égale à 0. Donc, d'après la relation précédente, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que xi A de A égale xi A en D égale à 0. Donc, xi A de A égale à 0. Donc, dans le cas où A est diagonalisable, on a montré le théorème de Cayley-Hamilton. Maintenant, on va le montrer pour une matrice quelconque. Bien sûr, en utilisant le résultat précédent de densité. Voilà, donc, soit maintenant A, une matrice quelconque de Mn de C, c'est-à-dire quelconque. On va montrer que xi A de A égale à 0. Mais on va utiliser le fameux théorème de densité. Donc, il va nous faciliter la vie. Donc, je sais donc
il existe une suite AP de matrices diagonalisables qui convergent vers A. C'est-à-dire telle que limite de AP lorsque P tend vers l'infini égale A. Maintenant, on va utiliser l'application F définie de Mn de C. Donc Mn de C qui a une matrice M lui associe le polynôme caractéristique si M en M. Bien sûr, ça c'est un déterminant, c'est le déterminant de xi moins m. Donc cette application f, elle est continue, parce que ces coefficients, ils sont polynomiaux en les coefficients de m. Donc f est continue. F est continue. C'est une application continue de Mn de C dans Mn de C. Maintenant, on va appliquer le résultat. On a AP envers A. F de AP, puisque F est continu, il va tendre vers F de A. Mais c'est quoi F de AP par définition? F de AP, c'est quoi? F de AP, c'est le polynôme caractéristique de AP appliqué en AP. Or, AP est une suite de matrices diagonalisables. Et on vient de montrer que si on a une matrice diagonalisable, le polynôme caractéristique annule cette matrice diagonalisable, égale à 0. Comme f de AP égale à 0 et il converge vers f de A, donc nécessairement f de A égale à 0. Donc, si A en A égale à 0, ce qui achève la démonstration. Donc, on vient de montrer le fameux théorème de Cayley-Hamilton par un argument de densité de matrice diagonalisable dans l'ensemble des matrices MNC. Donc, si vous avez aimé cet exercice qui est très intéressant, vous le partagez avec vos amis. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.